Depuis la mort de Staline et l'arrivée au pouvoir de Nikita Khrouchtchev en 1953, les relations entre l'URSS et les États-Unis se réchauffent. En juillet 1959, une exposition destinée à présenter l'American Way of Life aux Soviétiques ouvre ses portes à Moscou. Cette confrontation inédite entre l'Est et l'Ouest, nous allons la raconter à travers le regard de l'un des guides américains de l'exposition. Il s'appelle Dan Slobin. Comme tant de photographes amateurs, il a établi sans le savoir une chronique de son temps. En partant de ses photos et de ses films 8 mm, nous avons reconstitué son parcours et imaginé ses pensées. Quand j'ai quitté ma famille à Détroit, ma mère était tellement fière. « Dan, tu vas serrer la main du président. » Dans le bus, les conversations passent du russe à l'anglais. Je photographie les heureux élus en route vers Washington. Nous sommes 75 étudiants sélectionnés par le département d'État dans toutes les universités du pays. 30 juin 59. Un flash, puis le président Eisenhower nous lance. C'est la première fois qu'il y a autant de gens qui parlent russe à la Maison-Blanche. Rieur, le président me tend la main. Quelle fierté. Eisenhower ne perd pas de vue notre mission. Il nous dit « N'oubliez jamais, en URSS, vous serez les ambassadeurs de l'Amérique. » Dan Slobin, Amerikansky ? Le réceptionniste est plutôt surpris que je parle russe. Nous sommes tous logés à l'Ostankino, un hôtel moderne loin du centre de Moscou. Les agents du département d'État nous ont briefés. Le bâtiment est truffé de micros. À peine entrés dans nos chambres, nous sommes tous à quatre pattes à la recherche des mouchards. Je sors armé de mon vieux Kodak et de ma caméra Super 8. J'ai promis à ma grand-mère de lui ramener des images de Moscou. Mais comment reconnaîtrait-elle cette ville qu'elle n'a pas revue depuis la Révolution ? J'achète un makovka, un gâteau au pavot. Il a le même goût que ceux de la maison. Toutes les recommandations faites avant notre départ me semblent inutiles. Je peux bien me méfier de l'URSS, mais pas de ces Russes qui me ressemblent tant. Attention, travaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Le site de la future exposition est un gigantesque chantier. Les pavillons ultra-modernes que j'imaginais sont loin d'être terminés. Le dôme de l'architecte Buckminster Fuller se dresse déjà au centre du site. Plus loin, George Nelson a dessiné une incroyable toiture en forme de pétales de fleurs. La Maison-Blanche n'a pas lésiné. Manifestement, il faut en mettre plein la vue aux Soviétiques. À New York, le président Eisenhower a inauguré un mois plus tôt une exposition conçue par l'URSS. Pour impressionner les Américains, les Soviétiques ont présenté leurs fusées et leurs satellites. Ce sont eux qui dominent alors la course à l'espace. Face au Spoutnik, les États-Unis ont décidé de promouvoir leur mode de vie. Soft Power US contre démonstration de force soviétique, deux conceptions du monde pour une bataille sans merci, celle de la communication. Je filme les travaux. Je me demande comment l'ouverture prévue dans une semaine pourra avoir lieu. Bob McCune, le directeur du personnel de l'exposition, a la réponse. « L'Amérique a besoin de vous. J'espère que vous aimez les travaux manuels. » Surprise, les terrassiers, les maçons, les conducteurs de bulldozers sont des femmes. Elles se laissent photographier, mais n'ont pas envie de me parler.
Les hommes, comme par hasard, sont tous assis. Il faut dire qu'il fait près de 30 degrés. Quand je leur demande en russe comment les aider, ils répondent « Rabata, zavtra ». Le travail demain. Les types se moquent de moi. J'ai beau parler leur langue, pour eux, je reste un Américain. Eisenhower a chargé son vice-président Richard Nixon d'assurer le succès de l'exposition. Un budget de 3,5 millions de dollars a été consacré à l'édification de pavillons spectaculaires. Pour le reste, la Maison-Blanche a sollicité le secteur privé. Les industriels prendront les coûts d'exposition en charge. Tous unis pour vendre le rêve américain. « 23 juillet. Chers tous, nous sommes arrivés il y a une semaine et je n'ai pas chômé. Ce maudit chantier a eu au moins un mérite, souder l'équipe des guides. Sur 75, plus de 50% sont des étudiantes et plus de la moitié sont très jolies. Faites le calcul. Tania, par exemple, immortalisée en train de cuisiner, mais aussi Maria. Entre la blonde et la brune, mon cœur balance. Je dois aussi vous parler de Georges. Contrairement à la plupart des guides, il n'a aucune origine russe. Il a appris la langue à Harvard, où il étudie l'histoire. C'est un gars aussi brillant que modeste. Nous sommes déjà très amis. Plus que 24 heures avant l'inauguration, et le ciment de l'allée principale n'est pas encore sec. Georges me photographie devant l'entrée. Imaginez Nixon demain à la même place. C'est dans un climat tendu que le vice-président Richard Nixon et sa femme se rendent à l'inauguration officielle. Il y a quelques jours, à Washington, les sénateurs ont passé une résolution appelant à une semaine de prière pour les hommes réduits en esclavage derrière le rideau de fer. En retour, les Soviétiques multiplient les attaques et les rumeurs contre cette exposition. Ils redoutent son impact sur les visiteurs russes. Le rapprochement semble hors d'atteinte. Pourtant, face à la menace d'apocalypse nucléaire, les deux grands doivent s'entendre. In view of the destructive power of modern weapons, we know that if there is another war, there will be no victors, only losers. Because for the first time since the dawn of civilization, we have reached the point where we must either learn to live together or we will die together. J'avoue que j'ai le trac, comme tous les guides ici. Les filles se préparent pour faire une haie d'honneur. Parmi elles, il y a mes deux amies, Tania la blonde et Maria la brune. Dans quelques minutes, Khrouchtchev doit rejoindre Nixon pour l'inauguration. Il paraît qu'il est à cran après cette stupide résolution du Congrès. Tout l'après-midi, j'ai entendu les répétitions des hymnes russes et américains. Après les tensions politiques de la semaine passée, cette exposition peut-elle ramener l'harmonie entre nos deux pays ? Ce 24 juillet 1959, Nixon et Khrouchtchev inaugurent l'exposition. Durant la visite, le ton monte. Face à la cuisine américaine modèle, Khrouchtchev demande ironiquement à Nixon si la machine qui pousse la nourriture dans la bouche des Américains est déjà au point. Le vice-président encaisse. Eisenhower n'a donné à Nixon qu'une seule consigne : ne pas perdre son sang-froid face aux provocations du leader communiste. Devant les caméras, Khrouchtchev compare le niveau de vie des Soviétiques à celui des Américains et promet à ces derniers de leur faire signe quand l'URSS les dépassera. Le 25 juillet, à 9h précises, les portes de l'exposition s'ouvrent au public. Une foule de Russes envahit les allées. Je me sens soudain très fragile face au flot des visiteurs. Ils sont possédés par le désir de tout voir, de tout toucher.
Je travaille au stand supermarché. Voilà ma photo en pleine action. La première chose qu'on me demande, c'est « Vendez-vous ces marchandises ?» Je réponds non avec un sourire. C'est une exposition. Et je donne le prospectus expliquant le fonctionnement d'un supermarché américain. Pour les Russes, mettre tous les produits qu'on veut dans un grand chariot, c'est trop beau pour être vrai. Je photographie le caddie 1 heure après l'ouverture. La seule chose que le gouvernement américain n'avait pas prévue, c'est que les visiteurs embarqueraient les plats surgelés de démonstration. I'm Marie Wynne. I was born in Czechoslovakia, but I've lived almost all my life in America. Mon amie Maria est interviewée par la télévision américaine. Derrière ce sourire se cache un fort caractère. Maria vit dans le Maine. Comme tous les guides, elle est américaine, mais sa deuxième patrie est le pays d'où vient sa famille. Elle, c'est la Tchécoslovaquie. Moi, la Russie. Je rêve que ce rideau de fer s'assouplisse, à défaut de tomber. Maria n'y croit pas. Pendant ma pause, je passe voir Georges au stand automobile. Il répond aux questions les plus surprenantes avec patience et pédagogie. Comme moi, Georges pense que l'exposition peut faire changer les mentalités de part et d'autre. Je photographie ces Russes face à leurs rêves. L'un d'eux me dit « Le stade ultime du communisme sera atteint quand chaque citoyen aura un appartement et une voiture. » Il suffit d'y croire. Le 25 juillet au soir, on recense plus de 50 000 visiteurs. Un triomphe pour le premier jour. Pas pour les autorités soviétiques, qui, elles, sont loin d'avoir le même succès avec leur exposition de New York. La Pravda lance une campagne de dénigrement. La propagande russe parle d'une société où des millions de chômeurs manquent de pain. Les soviétiques ciblent l'Amérique à son talon d'Achille, la ségrégation raciale. Pour déstabiliser les Américains, des agitateurs sont envoyés à l'exposition. 5 août. Chers tous, je vis une expérience passionnante, mais parfois éprouvante. Depuis une semaine, tous les guides sont confrontés au moins une fois par jour à des visiteurs agressifs. Ils tentent de liguer la foule contre nous en nous bombardant de questions politiques. Tania s'est fait chahuter par le type à gauche sur la photo. Elle a été assez choquée. Quant à mon amie Maria, à la question « Si chez vous, les ouvriers vivent si bien, pourquoi font-ils la grève si souvent ?» Elle a répondu « Parce que chez nous, ils en ont le droit. » Bonne réplique, mais mauvaise diplomatie. Je passe plus de temps à filmer Maria que Moscou. Elle voudrait faire mon éducation politique. Elle pense à peu près comme grand-mère. Un communiste a toujours une mauvaise intention cachée. Hier, nous sommes allés visiter ensemble le mausolée de Lénine sur la place Rouge. J'ai été surpris de voir que les Russes le vénèrent toujours. J'ai été encore plus surpris de voir aux côtés de Lénine le corps embaumé de Staline. Ici, les histoires drôles en disent plus long que les discours officiels. Pourquoi, depuis que Staline a rejoint Lénine au mausolée, y a-t-il plus de visiteurs? Pour vérifier qu'il est bien mort. Après un mois d'ouverture, nous dépassons les 2 millions de visiteurs. Malgré la propagande d'État, l'exposition ne désemplit pas.
Les visiteurs posent à tous les guides la même question. Ces produits sont-ils vraiment disponibles en Amérique ? Ça leur paraît difficile à croire. Sur le stand automobile, les compétences de Georges sont mises à rude épreuve. Les Russes en savent plus que lui sur les cylindrées et les carburateurs. Entre deux visiteurs, Georges me confie qu'il vient de rencontrer une fille merveilleuse. Elle s'appelle Tatiana. Elle est russe. Je le mets en garde. Il me répond. Quand tu verras Tatiana, tu comprendras. J'ai rendez-vous avec elle au stand Polaroid. Les photos instantanées ont un côté magique qui plaît aux Russes. Tout de suite, comme en Amérique. Pour moi, qu'elle soit capitaliste ou communiste, la photo est avant tout une usine à souvenirs. Quand le visage de Tatiana apparaît sur le Polaroid, j'ai l'impression de comprendre ce coup de foudre. Je regarde Georges, si confiant, persuadé que rien n'arrêtera cette union Est-Ouest. Le 15 août, le vice-président Nixon, sur le point d'achever sa visite en URSS, crée l'événement. La Maison-Blanche invite Khrouchtchev. Les journaux soviétiques commentent favorablement l'initiative américaine. Ce sera la première visite officielle d'un dirigeant soviétique aux États-Unis. Le voyage est prévu pour le mois de septembre. Le but premier de l'exposition est en passe d'être atteint, la détente. Depuis l'annonce de la visite de Khrouchtchev aux États-Unis, l'ambiance à l'exposition a complètement changé. Fini les provocations. Maintenant, c'est Mir et Druzhba, paix et amitié. Les visiteurs russes donnent libre cours à leur soif d'Amérique. Sur mes photos, l'air surpris ou dégoûté des Russes me ravit. Un homme me demande naïvement « Est-ce que cette boisson bizarre provoque l'ivresse ?» Georges et Tatiana se voient tous les jours. Ils ne se cachent même pas. Comme si leur passion était plus forte que les frontières et les idéologies. J'aimerais tellement qu'ils aient raison. Cet après-midi, je fais un remplacement au stand IBM. Les visiteurs interrogent l'ordinateur et celui-ci leur imprime la réponse. C'est à mon job. Je suis toujours bombardé de questions, mais c'est la machine qui répond. Un visiteur demande « Quelle est la définition de cette musique que les Américains appellent rock'n'roll ?» Sur tous les stands, une rumeur se met à courir. Jimmy Matisov, un des guides, s'est fait pincer avec une prostituée russe cachée dans un bosquet. L'incident diplomatique que tout le monde redoutait risque d'éclater pour une banale histoire de coucherie. Le jeune guide réussit à trouver refuge à l'ambassade américaine à Moscou. Les Américains soupçonnent les services secrets russes d'avoir essayé de provoquer ce scandale. Ils font tout pour ne pas ébruiter l'affaire. L'ambassade parvient à exfiltrer le guide aux États-Unis. Le lendemain, nous sommes tous convoqués par Bob McCune. Il est furieux. Est-ce que vous réalisez que vous représentez les États-Unis ? Georges est désespéré. On lui interdit formellement de revoir Tatiana. Il venait de décider de se marier. Georges reste seul à l'hôtel, accablé. Maria et moi allons visiter Moscou. Elle me semble plus jolie que jamais. Je charge mon dernier film dans ma caméra.
Devant la cathédrale Saint-Basile, Maria discute politique avec un peintre pour touristes. Il lui pose une devinette. Quelle est la différence entre le capitalisme et le communisme ? C'est simple. Sous le capitalisme, l'homme exploite l'homme. Sous le communisme, c'est l'inverse. Maria est choquée par ce cynisme. Moi pas. L'humour des Russes est une cuirasse. Un peu plus loin, devant une synagogue, des hommes nous abordent. Certains ont des cousins aux États-Unis. En parlant avec eux, je pense à mes racines juives, russes et américaines, à ma grand-mère là-bas à Détroit. Dès la fermeture de l'exposition, j'irai visiter Uman, sa ville natale, et prendre quelques photos, comme je lui ai promis. Encore faut-il que le département d'État américain et les soviétiques soient d'accord. 4 septembre. Chers tous, ce dernier jour était plutôt joyeux. Je sentais qu'une barrière était tombée entre les Russes et nous. Finalement, plus que les objets exposés, c'est la liberté de nos échanges qui a fait changer les mentalités. J'ai pris mes dernières photos avant la fermeture, puis le directeur de l'exposition nous a remerciés au nom du président Eisenhower. Les États-Unis ont touché directement des millions de Russes. Khrouchtchev a obtenu une visite officielle. Pour une fois, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Ce soir, pour fêter ça, les guides vont danser au son du jazz russe. Sauf le pauvre Georges. Après quelques vodkas, Maria arrête enfin de parler politique. Dans le taxi qui nous ramène à l'hôtel, je me penche vers elle. Le chauffeur nous interrompt timidement. Il dit qu'il aimerait que nos deux peuples s'entraident et se comprennent mieux, comme lorsqu'ils étaient alliés pendant la dernière guerre. Il a l'air sincère. Le lendemain, l'automne est là pour les adieux. Maria a promis de m'appeler à Détroit, et moi de passer la voir dans le Maine, mais aucun de nous n'y croit vraiment. Plus loin, sur le quai, Georges tente de consoler Tatiana. Pour lui comme pour moi, tout cela ressemble à un mirage. Qu'en restera-t-il ? Des souvenirs et quelques clichés ensoleillés. Dans la foulée de l'exposition, le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis est un succès. Cette détente fragile s'achève en mai 1960. Un avion espion U-2 est abattu par les Soviétiques. Son pilote, Gary Power, est jugé à Moscou. Après cet incident diplomatique, l'édification du mur de Berlin, puis la crise des missiles de Cuba en 1962 viennent achever ce divorce. Malgré tous les efforts mis en œuvre, le réchauffement de l'été 1959 n'aura été qu'une parenthèse dans la guerre froide. À son retour aux États-Unis, Dan Slobin finit ses études et devient professeur de psychologie à Berkeley. En 1969, son ami George Pfeiffer parvient enfin à épouser Tatiana.